Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Libre avec un livre. Aujourd'hui, nous recevons un essayiste, Mathieu Akrombesi Akomi, Patrice Talon et le Bénin révélé, deux mythes à la réalité. C'est donc un essai, comme je le disais, qui passe au peigne fin, je dois dire, les premiers résultats du premier quinquennat de Patrice Talon depuis son avènement à la tête du Bénin, notamment à travers la présidentielle de 2016, avec ses différents et profonds changements dans la structuration même, je dois dire, de la politique et de la gestion du Bénin. Monsieur Akrombesi, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, vous aviez publié Patrice Talon et le Bénin révélé, de mythe à la réalité. Oui. Pourquoi vous parliez de mythe? On a envie des politiciens et des hommes politiques, si vous voulez, défiler avec beaucoup de programmes de société, etc. Oui. C'était toujours de beaux dessins bien projetés pour le Bénin. C'était aussi, je dois dire, des mythes. Mais alors là, Patrice Talon est toujours à la tête du Bénin. Et vous pensez qu'on est déjà dans la réalité? Oui, bon, monsieur le journaliste, on est dans la réalité un peu parce que, comme l'a dit l'ouvrage, d'un mythe à la réalité. Au début, comme je le disais, les gens pensaient que c'est toujours les mêmes slogans politiques. Depuis les indépendances, les hommes politiques nous ont habitués à ces slogans politiques où on nous miroite, ça dit l'avenir meilleur un peu partout dans le pays. Mais au finish, on se rend compte que ces gouvernements se succèdent avec peu de réussite, où des fois les résultats sont quasi totalement mitigés. Maintenant, pour le cas du président Patrice Talon, il ne dit pas que tout est rose au niveau du Ah ben parce que quand je vous lis, j'ai l'impression que tout va bien et qu'on n'aurait pas meilleur pays que ce qu'on a là. Non, monsieur le journaliste, peut-être vous êtes un peu trompé, sinon on ne peut pas estimer qu'aucun être humain n'est parfait. Donc la gouvernance du président Patrice Talon ne peut également être aussi parfaite. Donc par conséquent, nous avons souligné ce qui a été fait de positif. Et en lisant bien l'ouvrage, vous avez constaté qu'on a porté les gars critiques. Vers la fin, on pourrait passer le temps ensemble à lire votre critique. Absolument. Et ça confirme la position que j'ai au thème de la lecture de votre ouvrage. Alors, faut-il le dire, c'est scindé en plusieurs chapitres. Et le premier chapitre vous permet de faire ce que vous appelez une observation profane de la gestion de Patrice Talon. Absolument. Qu'est-ce qui se dégage quand vous regardez de façon profane sa gestion? Oui, de façon profane, c'est celui qui ne maîtrise rien de la politique et qu'il est un observateur, c'est-à-dire il est un observateur comme n'importe qui, comme un paysan ou bien un vendeur de tapioca quelque part, qui constate qu'il y a des infrastructures qui sont en train de s'améliorer, il y a des réformes qui sont en train d'être bousculées, et surtout au niveau côté administration, et vous allez aujourd'hui dans une administration, tout change, c'est que ce n'était pas comme avant. Donc c'est de là j'ai parlé un peu de cette... Vous parlez de rupture. Il y a eu rupture en quoi? Oui, il y a eu rupture en beaucoup de choses. Comme quoi? Par exemple, quand vous allez aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon ouvrage, quand vous allez dans une administration, entre-temps, vous n'êtes pas accueilli en tant qu'un usager. C'est-à-dire, vous voyez, une simple secrétaire peut juste par votre habillement, où il voit que vous êtes parmi les derniers de la classe sociale, juste vous empêcher de poser votre préoccupation ou même d'avoir accès à ce service public juste parce que vous n'êtes pas... Est-ce que vous pensez que ça a changé? Absolument. J'ai eu à faire beaucoup d'enquêtes dans ce domaine. J'ai fait l'administration et je parcours beaucoup l'administration. Et aujourd'hui, je crois qu'avec les réformes qui ont eu lieu... Qu'est-ce que Patrice Talon a fait qui a changé l'attitude, l'accueil, par exemple, dans les administrations? Ça a changé beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait, si je vais vous le dire, je ne sais pas, j'ai dit ça dans mon ouvrage, je ne sais pas quelle a été la magie que le président de la République a adoptée, mais je crois que c'est la rigueur dans la gouvernance. Avec les sanctions que souvent les gens reçoivent, qui a fait que les gens se disent « Ah, donc moi je peux être la prochaine cible ». Ça veut qu'aujourd'hui les gens ne savent pas qui est qui, et quand tu vas aujourd'hui dans une administration, tu es accueilli de façon normale, c'est-à-dire sans arrière-pensée. Alors qu'avant ce n'était pas la même chose. Ça, j'ai dit ça, j'ai été clair dans mon ouvrage, je ne sais pas comment la magie a été opérée, mais c'est un fait. Vous l'avez quand même observé, et les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain. Quelles sont les décisions qu'il a prises? Et qui pourrait nous amener à cet état que vous aviez constaté, dites-vous? Oui, les décisions qu'il aurait prises, c'est d'abord à partir des réformes. Vous savez que le chef de l'État a mis assez de réformes. Il y a beaucoup de réformes dans la gouvernance du président Patrice Talon. Et dans ces réformes-là, il y a ce qu'on a appelé, c'est-à-dire les résultats sont demandés à chaque personnel. Et chaque individu, c'est du DG à la classe, disons, jusqu'au bas de l'échelle. Chacun sait pourquoi il est là. Et pourquoi il est là? Et actuellement,
je vous assure, tout dans les directions un peu partout, là, les gens prennent en compte directement la rigueur du chef de l'État. Je ne sais pas comment ça s'est formaté dans le cerveau des Béninois, mais les gens pensent que le président de la République, à moindre erreur, vous êtes viré, à moindre erreur, vous êtes sanctionné. Et cette peur, je crois, de ne pas être sanctionné a amené les Béninois à quand même se prendre au sérieux et à faire ce qu'ils doivent faire. L'une des réalisations, à votre avis, que Patrice Talon a faite, c'est la réduction du train de vie de l'État, vous dites. Est-ce que c'est vrai que l'État a diminué son train de vie? Ah oui. Bien sûr. Oui, la réduction du train de vie de l'État, vous allez le constater. Si vous regardez bien au niveau des réformes, toujours je reviens aux réformes, parce que vous allez constater que le chef de l'État, Patrice Talon, il travaille toujours sur la base des lois, et ces lois-là sont induites dans des réformes profondes. Et en parlant de train de vie, de réduction du train de vie de l'État, vous allez constater qu'il y a beaucoup de choses qui se faisaient en temps, ou par exemple, où un opérateur économique, ou soit dans les ministères par exemple, où on peut avec le CIFIB aller endetter l'État, et que rien n'était contrôlé dans ce sens-là, et on endettait l'État d'une manière ou d'une autre où rien n'est contrôlé. D'accord. Actuellement, ce n'est plus la même chose. La procédure a changé. Les réformes ont fait changer beaucoup de choses dans ce système-là. Vous ne pouvez plus endetter l'État comme ça se faisait avant sans s'inquiéter. Donc c'est ça, c'est là on a appelé le train, c'est là que j'ai pensé que le train de vie de l'État... Le train de vie de l'État, c'est toutes les charges qu'induisent, j'allais dire, l'activité du personnel de l'État au quotidien. Et j'ai l'impression que ça n'a pas véritablement changé aujourd'hui. En quoi est-ce que cela a diminué d'une gouvernance à une autre, quand on passe de Boni Aï peut-être à Patrice Talon, quand vous n'avancez pas de chiffres, par exemple, pour qu'on lise clairement qu'est-ce qui a changé en termes de train de vie, parce que le train de vie, c'est à la fois les dépenses qu'on fait, l'argent qu'on sort, qu'on gaspille, etc. Qu'est-ce qui vous fait constater justement la diminution du train de vie? Oui, la diminution du train de vie de l'État, au fait, vous allez constater que ça s'observe souvent sur un peu ce qu'on appelle les dépenses, comme vous-même vous l'avez souligné, les dépenses vis-à-vis du personnel, de la charge de l'État. Et vis-à-vis, en ce qui concerne ces charges-là, c'est là que je vous parlais vous savez, c'est les ministères qui gèrent l'action gouvernementale. Tout ce qui est géré dans le pays, ces piliers sont fondés sur des ministères. Et c'est là que je vous parlais de ce que les gens endettaient l'État, d'accord, d'une manière ou soit d'une manière incontrôlée. C'est quoi, c'est le ministère qui endette, c'est quoi, c'est le DG qui endette, tout cela c'est enfermé dans un budget voté par l'Assemblée nationale. Non, on ne peut pas endetter l'État en dehors de ce qui est prévu. Absolument. Ça, il y a dans le budget ce qui est prévu et il y a la réalité qui s'exerce au niveau de l'exécution d'un budget. Parce que si vous endettez l'État, par exemple, je prends un exemple, vous pouvez endetter un État de 50 millions et voté par l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas dans l'obligation de consommer ces 50 millions, parce que vous allez voir même que les résultats avec les objectifs fixés, vous pouvez même peut-être réaliser ces objectifs-là avec plus de 30 millions. La création des agences parallèles au ministère, parce que chaque ministère avait toujours son agence quelque part, logée quelque part à la présidence. Est-ce que ce n'est pas des charges qui ont alourdi justement, je dois dire, tout ce qui pesait sur les caisses publiques? Oui, en fait, vous allez voir les structures détachées. Vous parlez des structures détachées des ministères. Ok, ça c'est une réforme du chef de l'État, c'est une stratégie du chef de l'État qui, au fait, a estimé qu'à un moment donné, au niveau de l'administration publique, les trucs n'évoluent pas au rythme qu'il souhaitait. Et donc c'est là il a décidé il a pensé que c'est normal de vite accélérer les trucs. Vous savez, la lourdeur administrative, elle existe jusqu'à présent, seulement qu'elle s'est améliorée un peu, mais ce n'était pas encore ça. Et c'est ça qui a obligé le chef de l'État à créer ces structures. Vous avez parlé des réformes dans le secteur de la santé et de l'enseignement. Et ce que vous aviez évoqué, on attendait cela, enfin, on attend cela de tout homme qui évoque ces deux sujets-là, c'est les grèves, la gestion des grèves, avec cette loi qui désormais revoit un peu la durée de grève à 10 jours dans l'année. Vous pensez que c'est une bonne chose? Absolument, moi je pense que c'est une bonne chose, surtout pour ce qui concerne le corps médical. Je crois, monsieur le journaliste, de vous à moi, un médecin qui accepte à cause d'une prime qui n'est pas payée, ou bien parce qu'il revendique une certaine prime
qu'il estime qu'il devait avoir, que l'État n'était pas en mesure de la payer, il décide d'aller en grève. Et en allant en grève, il ferme tous les hôpitaux. Et vous voyez, c'est nos propres frères, nos propres soeurs. Il y a le service minimum. Le service minimum n'est pas des fois respecté dans ces cas, dans ces conditions. Et même s'il y a le service minimum, vous voyez, le service minimum ne couvre pas, comme vous-même vous l'avez dit, c'est un service minimum. Ça ne couvre pas le besoin de la population. Et de vous avoir, monsieur le journaliste, vous voyez, quand le président Patrice Talon, par exemple, s'il est malade aujourd'hui, il ne veut pas aller se faire soigner dans les hôpitaux de Bénin, ni ses enfants aussi. Au fait que même c'est une loi salutaire pour nous les mais je vois quelle est la pertinence de cette loi. Quand on voit un peu l'évolution de la courbe sanitaire chez nous au Bénin, est-ce que la fin des grèves dans le domaine de la santé a fait aujourd'hui que tous ceux qui vont dans les centres de santé ont d'abord le soin et le soin de qualité, et surtout est-ce qu'ils guérissent? Ce sont les trois éléments fondamentaux qui doivent déterminer la réussite d'une réforme. Absolument. Oui, est-ce que vous avez fait le constat? Est-ce que vous êtes allé chercher? Oui, monsieur le journaliste, on a fait le constat et on a recherché. Comme vous l'avez dit, d'abord, la grève dépend je reviens un peu sur la grève pour le moment, parce que imaginez que vous avez un personnel de 50 agents de santé et à peine 3 ou bien 4 sont au poste. C'est ça que vous appelez le service minimum, monsieur le journaliste. Maintenant, un service où on avait estimé que dans cet hôpital, c'est 50 personnes qui pouvaient assurer la prise en charge. Maintenant, c'est 3 personnes ou bien 5 personnes qui se sont retrouvées. Est-ce que selon vous, est-ce qu'ils seront en mesure de faire efficacement leur travail? Non, entre vous et moi. Maintenant, ce qui est aussi truc là qu'il faut augmenter, le chef de l'État a beaucoup investi en matière d'équipement médical. Les gens aujourd'hui, non seulement, c'est vrai que les primes, les droits de grève ont été supprimés, vous allez voir que le personnel médical aujourd'hui a quand même le minimum pour lequel il faut travailler en matière d'équipement et ainsi que les charges salariales. Donc je crois que maintenant ils ont tout et ils sont motivés pour quand même... Ah oui, vous êtes agent de la santé? Ah non, je ne suis pas agent de la santé. Vous les écoutez? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont motivés? Absolument, monsieur le journaliste, moi je suis... Alors on va parler du domaine de l'enseignement. Vous dites là-bas aussi bravo. Ah oui. Bravo, parce que moi, d'abord, je suis fils d'enseignant. Moi, mon papa est directeur d'école. Donc, moi, ce qui est extraordinaire, moi, malgré que les grèves que j'ai vues, toutes les grèves, depuis que moi j'ai vu mon papa fonctionner, moi, je n'ai jamais vu mon papa aller en grève d'abord. Il a officié pendant quelle période? Depuis, mon papa il est actuellement en grève, ça veut dire il est à la retraite, non? Il y a 9 ans qu'il est à la retraite. D'accord. Mais depuis qu'il a fonctionné jusqu'au temps de Yahi également. Même Soukérékou n'a jamais été en grève. Jamais. Même Soukérékou n'a jamais été en grève. C'est quoi? C'est un traître des mois de grève? Ce n'est pas un traître de mois de grève parce qu'il estimait que la grève en réalité, ça n'avantageait pas la population. C'est selon lui. Et moi, je suis dans cette même lancée. Parce que imaginez que dans une année scolaire où on devait faire 9 mois de cours académiques, il y a des grèves qui vont même jusqu'à 4 mois, où carrément le système éducatif est paralysé. Mais de vous à moi, on pense qu'on veut sanctionner les gouvernants en allant en grève. Mais ces gouvernants-là n'ont pas leurs enfants dans nos écoles. Mais au contraire, en le faisant comme ça, en supprimant en réduisant drastiquement les droits de grève au niveau scolaire, je crois que ça devait être s'applaudir. Ah oui? Absolument. Votre papa a applaudi? Oui, mon papa, je vous assure, mon papa, il est en faute en comble avec ces réformes-là. Son salaire lui a permis de bien vous garder? Absolument, moi je me suis regardé dans de bonnes conditions. Absolument, aujourd'hui, moi franchement, c'est vrai qu'il n'a pas eu des gros moyens, mais il a pu assurer notre scolarité, il a pu quand même nous donner une éducation meilleure. Et je crois qu'il a fait l'essentiel. Et il y a un secteur dans lequel vous dites aussi que le chef de l'État a réussi. Dis donc, il réussit partout, hein, selon vous. Non, c'est la lutte contre la corruption. Ah oui. Vous pensez vraiment que la corruption a reculé là? Ah oui, la corruption, on ne peut pas dire que la corruption, vous savez, la corruption c'est un sujet et tabou, beaucoup n'aiment pas en parler, mais c'est un fait réel, c'est un fait qui existe, mais vous allez constater que la rigueur avec laquelle la corruption est tapée aujourd'hui au sein de la rupture, ça ne se faisait pas nulle part ailleurs dans les régimes précédents. Vous savez, ce qui est extraordinaire au niveau du président Patrice Talon en écrivant ce pouvoir-là, c'est ce courage, d'accord, d'être ferme dans les réformes. C'est ça qui m'a poussé vraiment à rendre cet hommage, si on peut le dire. Est-ce que la corruption a reculé? La corruption, je n'ai pas un baromètre, hein, monsieur le journaliste, pour mesurer, pour voir si elle a reculé, mais du fait que déjà les gens savent qu'aujourd'hui,
vous n'allez pas détourner les sous de l'État, vous ne pouvez pas être victime, c'est-à-dire ou bien être auteur d'une corruption et s'en laver. Si vous êtes attrapé, vous ne pouvez pas vous en laver les mains facilement. Tout le monde le sait aujourd'hui. Le système de la rupture est clair là-dessus. Avec la fusion de la police et de la gendarmerie, en quoi est-ce qu'on a fait une avancée? Oui, monsieur le journaliste, je vais vous rappeler, dès le début, quand moi j'étais un peu sceptique en tant qu'observateur de l'extérieur de cette réforme, et vous savez pourquoi on critiquait ça, hein, même au sein de la police ainsi qu'au sein de la gendarmerie, les gros bonnets n'étaient pas pour cette réforme. Et on avait même vu déjà que l'échec, c'était un échec au début. Mais quand vous constatez qu'aujourd'hui, ce qui se fait, les patrouilles mixtes, et vous voyez, dans nos quartiers, vous voyez aujourd'hui, c'est cette cohésion. Il y avait la patrouille mixte avant Patrice Talon, non? Si, mais ce qui n'était pas, au fait, vous savez, les différents les centres de commandement n'étaient pas aussi fusionnés tels que ça existait comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la police républicaine, tout le monde sait qu'il n'y a pas une gendarmerie à côté, il n'y a pas la police à côté. C'est un ensemble qui est aujourd'hui la police républicaine. Et vous allez voir aujourd'hui qu'avec ces réformes, vous allez constater que les braquages un peu partout, qu'on observait dans les régimes passés, ont quand même d'une manière ou d'une autre diminué. Vous avez des chiffres de référence? Je n'ai pas des chiffres comme vous l'avez dit. On peut avoir peut-être l'impression de constater quelque chose si véritablement les chiffres ne sont pas exposés. Et puis les chiffres peuvent dire le contraire de toute réalité constatable. Absolument, je suis parfaitement d'accord avec vous, monsieur le journaliste. Parce que vous savez, en matière de ce qu'on appelle les phénomènes sociaux, comme la délinquance et les braquages et autres, là, vous savez, c'est des trucs, bon, c'est vrai, je ne sais pas s'il a une structure qui mesure, qui essaie d'avoir des statistiques en la matière. Franchement, je ne suis pas allé dans ce terrain, mais comme je vous l'ai dit, et cet ouvrage, c'est sur la base des enquêtes et sur la base de ce qu'on a entendu dire la population, de ce que la population constate et de ce que nous-mêmes nous avons constaté en tant que membres de cette société. Allez, au niveau du deuxième chapitre, vous avez parlé du Bénin révélé. Oui. Notamment dans sa version numéro 1 pour engager le premier quinquennat, désolé. Absolument. Vous avez fait une analyse diagnostique pour remarquer que c'est quand même un document bien conçu, bien projeté, axé sur l'audace et la capacité à convaincre le peuple à comprendre que dans la vie, tout un choix repose sur un prix à payer. Vous pensez que les populations ont compris vraiment qu'il faut payer le prix? Absolument, ils l'ont compris. Et les plaintes, vous en dites quoi? Si, les plaintes, comme je viens de vous le dire, monsieur le journaliste, les plaintes, tant qu'on est dans un monde des humains, il y aura toujours des plaintes, comme je viens de vous le dire. Quand on comprend, on ne se plaint pas, non? Non, on est obligé. Vous savez, ça ne peut pas être quand même zéro plainte, quels que soient les efforts fournis. Ça ne peut pas être zéro plainte. Donc, mais ce qui est clair et net ici, il y a quand même les populations finalement su que au lieu de rester là se plaindre, il faut quand même aller se battre et il faut quand même accepter, souffrir à un moment donné pour, c'est ce que j'ai appelé le prix à payer. Et comme je vous le dis, même moi-même actuellement, monsieur le journaliste, je peux vous le dire ainsi, je suis une victime des réformes du chef de l'État. Si, je suis une victime parce que je vous assure tout, avec la fermeture de... Moi, j'ai travaillé à l'Infosec pendant une dizaine d'années. Donc, avec les réformes du chef de l'État, l'Infosec a été fermé, a été dissous. Donc, je suis actuellement en chômage, comme si je peux le dire, je suis en chômage. Mais ça ne vous dérange pas? Mais ça ne me dérange pas de d'encourager le chef de l'État. Absolument, mais je le sais. Parce qu'il y a des milliers de jeunes comme ça qui sont allés au chômage avec les réformes. Absolument. On se rappelle un peu ces agents du ministère de l'Agriculture aussi, et pas mal de personnes. Quelle est la réforme positive qui envoie les enfants d'un État au chômage? C'est bon, c'est là que je voulais arriver. Au niveau de mon ouvrage, vous l'avez dit maintenant que c'était comme tout était bon, c'est là que j'ai critiqué. Vous allez constater qu'au niveau de mon ouvrage, à ce côté-là, j'ai été clair. Pour dire qu'au niveau du social, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. C'est quoi vous appelez social? On va distribuer de l'argent à la maison? Pas du tout. C'est ça le social. Le social aussi, comme vous venez de le dire, le fait de renvoyer ces jeunes à la maison sans même des fois, bon, je ne dirais même pas sans le minimum, mais le fait
de prendre des décisions, d'accord, de dissoudre des sociétés d'État et que ces jeunes-là se retrouvent à la maison, alors qu'il y avait une masse de jeunes qui étaient là attendant, au chômage. Pour moi, c'était pour augmenter aussi. Oui, mais si les sociétés n'apportent plus rien, on ne va pas continuer à les conserver, non? Elle ne va pas être des budgétivores. Absolument, monsieur le journaliste. Mais vous savez, une société, avant de la fermer, en temps, je me suis dit, le chef de l'État connaît très bien ça, d'accord? Parce qu'une société, avant qu'elle ne soit fermée, il faut quand même d'abord essayer de la faire vivre, de mettre les moyens. On peut la restructurer, on peut la réformer. C'est beaucoup d'argent. Absolument. Avec aucun pari gagné d'avance que ça va réussir. C'est là le volet social. C'est ce sacrifice-là que l'État fait qui détermine, qui découde le volet social d'un gouvernement. Ça a été quasi inexistant au niveau du Vous aviez parlé aussi tout à l'heure même de ces jeunes renvoyés à la maison à partir de réformes instaurées. Oui. Mais la plupart du temps, on connaît comment les concours se faisaient, les concours de recrutement se faisaient au Bénin. Absolument. Et comment les recrutements se faisaient aussi au profit des structures étatiques ou semi-étatiques. C'est bien normal que si quelqu'un arrive et trouve, désolé de le dire comme ça, un gros désordre dans le recrutement, parfois népotiste, sinon très souvent népotiste, qu'il mette un peu d'ordre dedans, non? Est-ce qu'on va dire qu'il a fait du mal? Il n'a pas fait du mal en tant que tel et autres là, mais vous savez, le volet social, souvent, c'est quoi? Le volet social, c'est cette capacité-là de faire aussi sacrifier l'État en matière de ces jeunes. L'État va finir par crouler sous des dettes. Non, l'État ne peut pas crouler sous des dettes, monsieur le journaliste. Vous savez le parallèle entre le social, par exemple au niveau d'une structure, d'accord, au lieu de la fermer, au lieu d'estimer que c'est une structure complète, on peut réduire déjà le nombre du personnel. D'accord? Et reformer cette structure-là, si c'est au niveau de la gouvernance que ça ne marche pas, on change la tête de cette structure-là. Et même, il y a beaucoup de sociétés, par exemple, c'est comme un peu au niveau du privé. Vous n'allez pas engager, vous n'allez pas créer votre société parce que vous avez fait 2 ans de faillite, vous allez vous lever pour dire, bon, ok, je ferme la société parce que ça n'a pas marché. On persiste, on fonce et on trouve des solutions. Et je crois que beaucoup le savent, mais ça, ce n'est pas fait quand même. Dans votre analyse du PAG numéro 1, vous dites que précisément vous voulez développement humain. Vous dites, puisqu'on parle de personnel renvoyé et de chômage des jeunes, au niveau du développement humain, vous dites que le Bénin a fait d'énormes progrès entre 2016 et 2020. C'est vrai ça? Ah oui. Ça, avec autant de chômeurs à envoyer à la maison? Oui, en fait, le PIB ne se mesure pas d'office avec le nombre de chômeurs renvoyés, parce que qu'on le veuille ou pas, il y avait des chômeurs depuis le début de la rupture. Et après lui, il y aura des chômeurs, il y aura des chômeurs. C'est le nombre, la quantité qui pose le débat. Le débat, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais si vous regardez bien au niveau des réformes que le chef de l'État a entamées à ce niveau-là, vous allez voir dans mon ouvrage, j'ai dit, le volet social a été quasi inexistant, ou bien ça n'a pas bien fonctionné au volet social. Maintenant, au niveau du PIB, le PIB, vous allez constater que c'est l'effort que l'État fait en global au niveau de la population qui donne ce PIB-là. Et vous allez voir, il y a beaucoup de structures internationales comme le FMI qui ont reconnu ces performances au niveau de la gestion du chef de l'État. Il n'y a jamais de structure interne d'évaluation qui reconnaissent les performances de nos gouvernements. Pourquoi on doit se mesurer à l'aune des autres, à votre avis? Bon, à mon avis, je crois que c'est un peu pour l'équité, je crois, pour l'équité et pour la certitude. La certitude de ces informations, pour la certitude de ces informations. Si par exemple c'est le gouvernement qui est à l'œuvre et que c'est lui aussi qui a un organe qui vient l'évaluer, je crois que si cet organe-là on n'aura pas l'objectivité de ce qui se fait. Le PAG, comment vous le trouvez après 5 années de mise en œuvre? Oui, le PAG, après 5 années de mise en œuvre, je vous assure tout, monsieur le journaliste. Et si j'allais le noter, je crois que le PAG a marché, selon moi, à plus de 70% ou bien à 80%. Ah oui, déjà? Oui, absolument. Sérieusement? Absolument. Oui. Et le reste, ce n'est que de ces dérapages, de ce qu'on appelle les défauts de gouvernance, les fautes de gouvernance. Et ça, il n'y a pas ce régime-là au monde qui en fait exception. Donc, je crois que le PAG, en général, pour moi, si on doit l'évaluer à l'heure X, c'est vraiment satisfaisant. Mathieu Akrombessi, a publié Patrice Talon, le Bénin révélé. C'est un essai. Un mot pour finir. Vraiment pour finir, monsieur le journaliste, je tenais d'abord à vous dire merci. Merci infiniment pour cette belle émission que vous organisez, pour ce soutien
pour ce soutien que vous organisez envers nous, cette jeunesse qui n'a pas souvent des moyens pour faire publier ses œuvres, pour se faire entendre nous donner cette occasion. Là, franchement, je remercie. Merci beaucoup à toute l'équipe de Canal 3 qui fait beaucoup de travail extraordinaire. Hein, le travail extraordinaire, ce que vous faites. Merci infiniment pour ça. Et pour finir, je dirais à toute cette jeunesse de ne pas se décourager. Là, surtout cette jeunesse qui se décourage vite quand elle atteint un projet. Et il faut quand même être persévérant. Et je crois que, comme le disait l'autre, un jour, votre soleil va se lever. Oui. Mathieu Akombessi, je rappelle que vous avez publié Patrice Talon et le Bénin révélé, d'un mythe à la réalité, c'est un essai. Merci beaucoup d'être passé sur la Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et à vous. Bonne journée. Merci, pareil à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission. Merci d'avoir été de notre. Je vous souhaite de passer un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Dès samedi prochain, on va se voir. D'ici là, vous portez très bien.